poserai la première question à Martin, puis aussi dans la foulée du spectacle qu'on vient de voir, avec cette idée, depuis les débuts de la littérature occidentale, avec l'Iliade, on célèbre l'exploit guerrier. Même au début de la Première Guerre mondiale, on le sait, la quantité de volontaires pour aller à la guerre était énorme. On n'a qu'à penser à la conscription du Canada lors de la Seconde Guerre mondiale. Si le Québec ne la voulait pas, le Canada anglais la voulait, elle, à plus de 80%. Qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'a poussé à devenir soldat à 19 ans? Bonsoir. À 19 ans, j'étais comme plusieurs de mes camarades. Je pense qu'on avait deux qualités à cette époque-là. Nous, on n'était pas si cons que ça, mais je crois qu'on était jeunes et naïfs. Ça joue pour beaucoup dans la balance. 19 ans, moi, j'avais un travail très bien payé, très bien rémunéré chez Bell Canada à l'époque. Puis je me voyais dans 20 ans avec une bedaine à s'en du même ordinateur, ça me déprimait un petit peu. Fait qu'avec une seule entreprise dans mon coin qui va m'offrir l'opportunité de voyager, de voir le monde. Et à l'époque, le conflit le moins dangereux de la Terre était celui de Chypre. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait là. Donc, j'ai pris un crayon et j'ai signé le 19 janvier 89 pour ma rôle. L'opportunité du monde, des voyages, tu sais, quand tu as 19 ans, tu es inconséquent, franchement. C'est pas pour rien qu'ils mettent une emphase sur les gens de cet âge-là pour les recruter. Ça ne s'adressait pas à des gens comme moi aujourd'hui qui ont 43 ans. Il y a bien des flots qui sont souvent inconscients du danger dans lequel ils s'embarquent. J'ai quitté ça 14 ans plus tard, avec 6 missions sur la ceinture. Un paquet de décorations pour faire boire l'armistice. Puis, je suis affligé par le stress post-traumatique. Et c'est une maladie honteuse, selon l'armée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que pacifiste, ça ne me dérange pas de prendre une tribune et d'appeler ça la machine à scraper le monde. Parce que c'est ça que ça fait. Ça scrape le monde, ça fuck des vies. Ça fait mal aux soldats qui y va. Ça fait mal aux soldats qui revient. Puis je ne vous parlerai pas des sales inquiétudes vécues par la famille. Fait que si ça vous tente, comme moi, de voir moi ça dans un stage, avec le shake, à vie. Enrôlez-vous. Quel était le premier événement qui a fait que, oups, c'est pas comme je pensais que ça allait être? Guerre du Golfe, 1991. Les Alliés déclenchent une offensive. On nous envoie des missiles Scud. Puis, quand on a pris le chemin des bunkers pour s'habiller, on craignait le pire, c'est-à-dire une guerre bactériologique, chimique. C'est une guerre sale. Puis je me rappelle que depuis longtemps, j'avais pas fait dans notre père, mais ce fois-là, je l'ai fait. Ça a duré 3 mois. On a eu une trentaine d'alertes au SCOD. Il paraît que le son des SCOD, c'est épouvantable. C'est pas génial. Je reviens chez moi au Saguenay. Je suis avec une amie en train de dîner dans un centre d'achat. Et puis, ils ont fait un test de la sirène d'alarme. Pour moi, j'ai fait ça tout de suite au SCOD. Puis je me suis levé debout dans le restaurant, puis je cherchais pour un masque à gaz pour le foutre dans le visage de mon ami. C'était un test de feu. J'ai eu la fou, c'était ma première reconnaissance. Malheureusement, pas la dernière. Faut des rebelles, c'est-à-dire que où est-ce que tu as rencontré des rebelles en particulier? Mais c'est surtout au Ghana, puis c'était un chef rebelle qui était réfugié à Accra. D'abord, les raisons pour lesquelles on s'engage, si on parle de l'enthousiasme guerrier, il n'y en a pas vraiment. Il y a des catalyseurs, comme par exemple l'exemple de mon rebelle. Il y a eu un catalyseur qui a été le meurtre. La mort de son père. La mort de son père, mais une mort atroce, et puis avec profanation, etc. Ça a été un catalyseur, mais on ne s'engage pas dans un combat juste par envie de vengeance. Il y a beaucoup de choses, il y a un build-up.
Et puis après, ben, il y a le catalyseur qui a fait en sorte que lui a été appelé à jouer un rôle majeur dans la guerre du Libéria. Un homme charmant, un gentleman, mais qui a été responsable de ce qui a été prouvé de 150 000 morts. C'est lui qui m'a dit ça. J'ai vu le rapport de Human Rights Watch. Il me le montrait parce que lui, son groupe était beaucoup plus gentil que les autres. Il ne violait pas systématiquement en torturant. C'était pas systématique. Mais il disait, quand il y a des gens qui rentrent dans nos rangs, évidemment, ils parlent en anglais, ils amènent leur own funny ways. Puis il dit, quand les gens commencent à nous tuer, c'est là que tu as envie de te battre. Puis la Convention de Genève, quand quelqu'un essaie de te tuer, tu t'en sacs pas mal. Puis il n'y a jamais personne qui a vu la Convention de Genève. Peux-tu parler des difficultés, des blocages que met l'armée à parler des syndromes post-traumatiques? Et d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose c'est comme un animal qui se loge en toi, dans tes entrailles, dans ta tête. J'ai fait des cauchemars assez musclés, quand même la semaine dernière encore. Tu parlais des Américains qui ont été au Vietnam, ces gars-là sont revenus brisés par leur remords, quand ces gars-là ont conscience de ce qu'ils avaient fait là-bas. Il y a eu 57 000 morts dans le conflit vietnamien du côté des Américains. Et il y a eu 115 000 suicides de dos. Ça, c'est des chiffres que vous allez voir probablement si l'armée peut lâcher la couverte un peu pour étouffer ce qui se passe présentement. Moi, c'est sûr que mes recherches ne portent pas du tout sur le côté canadien, mais l'écho que ça me fait, c'est que quand tu vis au Canada puis tu vas te battre, tu es dans un. Puis là, c'est Martin, c'est l'expertise de Martin qui a vécu le truc. Moi, par exemple, mes entrevues par la suite ont porté sur des enfants soldats. Okay. Ils souffrent de syndrome post-traumatique, mais ils ne savent pas. Quand tu es enrôlé, on te demande de tuer ton père puis ta mère à 5 ans. Puis après ça, tu arrives dans un groupe où tu as le général papa, le général maman. Puis ça, c'est les noms les moins ridicules il y en a plein de noms ridicules qui peuvent se donner. Que tu prends de la Marie, qu'on te saoule à longueur de journée à l'âge de 5 ans, qu'on te fait, quand tu n'es pas en train de tuer des gens ou de les torturer, tu écoutes des films de Rambo. Ça devient ta famille. Beaucoup d'enfants qui disaient qu'en fait, ils n'ont pas voulu se faire déloger de leur groupe. Quand la Croix-Rouge arrive, un grand sauveteur, on dit « Venez-vous-en, mes petits cocos, vous avez 9 ans, je vais m'occuper de toi, je vais te border. » Il essayait de les étrangler, de les tuer par machette pendant qu'ils dormaient. Ils n'avaient pas envie de se faire enlever de là, c'était leur famille, c'est tout ce qu'ils connaissaient. Ça veut dire que tu as une famille, tu essaies d'intégrer des enfants dans une société, de créer une société. Dans une société où la majorité des gens ont 25 ans et moins, tout ce qu'ils ont connu, c'est, par exemple, Martin dit qu'il a été pendant 14 ans au front. Ces enfants-là ont peut-être vécu 5 ans au front, mais ça veut dire que de 5 ans à 10 ans. Alors, comment tu fais pour rebâtir une société quand la majorité des enfants ont vécu ou ont eu à faire des drames atroces? Toute la société est en syndrome post-traumatique. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réintègres ça? Comment tu bâtis un pays avec ça? Les repères qu'ils ont sont des repères qui ne sont plus opérables dans un système. Non, puis c'est dur à deux niveaux. Puis là, je sais, le parallèle, il y en a certainement un à faire avec le syndrome post-traumatique qu'on vit quand on est adulte, mais je ne me lancerai pas là-dedans, étant donné que je ne connais pas. Mais avec des enfants, c'est dur à court terme, c'est dur à long terme. À court terme, ce qui est dur, c'est d'essayer de leur inculquer la normalité. Essayer de leur dire non, Moi, je dis à ma fille d'arrêter de courir avec un crayon, ben eux, tu dis arrête de courir avec ta machette. C'est différents trucs. Non, tu ne tueras pas quelqu'un avec ta machette, c'est pas content. Donc, c'est d'essayer d'inculquer des normes. Sauf qu'une fois que cette mission-là de court terme est réussie, à long terme, les enfants qui réalisent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis, une fois qu'ils sont désintoxiqués, qui comprennent un peu ce que c'est, que ça peut être une réalité, c'est de vivre, quand tu as 14 ans, avec la culpabilité d'avoir fait ce que tu as fait. Parce qu'il n'y a rien qui s'oublie. Quelles ont été les principales difficultés quand tu es revenu dans le monde civil? De vouloir y retourner un peu maudit. C'est comme tu rentres chez vous, puis tu laisses échapper une chose qui s'est passée pendant que tu étais sur le terrain. Puis ta famille proche te regarde en pleurant. Puis dans leurs yeux, c'est de la pitié. Le dernier sentiment que tu veux inspirer, c'est de la pitié.
Alors, tu t'organises pour retourner le plus rapidement possible, pour être dans ta normalité. Et c'est une illusion de normalité, il n'y a rien de moins normal à faire mal aux autres. Si, par nature, tu es une personne particulièrement vicieuse, la Somalie est un endroit idéal pour toi. Mais si tu es une personne qui est sensible, tu es appelé à voir, à les commettre. C'est dur, c'est ça. Il y a environ, je vais prendre des statistiques, une personne sur 6 revient avec le stress post-traumatique, entre 15 et 20 %. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis quand je vois ces gars-là qui se portent volontaires à leur tir, comme je disais tantôt, ça me fait penser à moi, à l'animal que j'étais, ou à l'animal que je croyais être. Il s'est passé des merdes dans Somalie, tu ne peux pas imaginer. C'est des choses que j'ai cru bon de ne pas mentionner dans ce que j'ai écrit. Parce que les gens vont se dire, oh, minute, ça se peut pas, c'est de la fiction. C'est vrai. Quand tu reviens, c'est réapprendre la vie de difficile. J'ai interviewé des Somaliens qui avaient été, qui étaient là quand les Canadiens sont allés en Somalie, donc en 92, puis qui s'étaient sauvés, qui étaient réfugiés donc depuis 1992. Et puis, chose étonnante, ils ont dit qu'ils aimaient beaucoup le Canada. Alors, bon, quand tu viens des États-Unis, ça peut arriver que les gens aiment les États-Unis parce qu'ils sont puissants, comparé au Libéria, il y a bien les Américains et tout ça. Mais le Canada, franchement, c'est pas évident là, quand tu es perdu dans la région de l'Ocadam, dans un petit camp de réfugiés. Les gens disent non, on aime vraiment beaucoup le Canada. Puis je leur ai demandé pourquoi particulièrement le Canada. Puis on dit parce que ils ont tué un des nôtres, mais ceux qui ont tué un des nôtres, ils ont été traduits en justice, puis il y en a un qui était en prison. Et puis c'était, d'abord c'était étonnant qu'ils soient au courant de ça. Donc c'était révélateur à différents niveaux. D'abord le geste symbolique, insuffisant. J'ai lu le livre de Martin, un très bon livre d'ailleurs. Et Martin donc raconte l'épisode en Somalie. Et ça montre que même si, puis Martin tu soulignes que c'est insuffisant, puis c'est sûr que ça l'est au point de l'échelle humaine, c'est insuffisant. Sauf que pour les Somaliens, la symbolique avait été grande. C'était une grande symbolique que d'avoir humilié publiquement ces soldats en mettant un en prison. Donc il y avait une espèce de rédemption. C'était une préparation. On s'entraînait en raquette à Pétaroua avant de passer pour la Somalie. D'accord. Donc il y a pas de préparation psychologique. Tu peux pas te préparer à ça. Tu peux pas te préparer au cauchemar, tu peux pas te préparer au meurtre, au suicide. Tu peux pas. C'est ce que disaient la plupart des soldats. Si on s'entraînerait pour ça avant qu'on parte, tu peux pas te préparer à ça. C'est des accidents qui arrivent, puis il faut que tu deals avec. C'est juste ça. Donc il n'y a personne qui vous en parle. Mais ça a changé, ça. Ça évolue. Ça n'a pas changé dans la mesure où là, moi, je ne vais pas parler de la qualité de l'entraînement, mais théoriquement, ça a changé. Il y a le nouveau concept maintenant, ça s'appelle Winning Hearts and Minds, qui est en français, il y a un équivalent français. Gagner les cœurs et les esprits. C'est ça. Alors, ça, c'est un nouvel entraînement. Puis d'ailleurs, les Canadiens sont maintenant le modèle des Américains dans cet entraînement-là. Donc, pour apprendre la culture, parce qu'il y a tellement eu de problèmes, un choc culturel entre les jeunes, les jeunes Texans. Il y a eu beaucoup d'exemples sur YouTube de jeunes du Texas qui ont vu des vidéos qui circulaient, qui essaient de tuer des Irakiens comme s'ils étaient dans un jeu vidéo. Bon, bref, mauvaise publicité pour l'armée. La nouvelle publicité que l'armée a mise en place, c'est un nouveau concept d'apprentissage culturel, par exemple de respecter la barbe, de porter la moustache maintenant, de porter la barbe même dans l'armée parce que ça facilite le contact avec les civils, être beaucoup plus proche des civils. Ça, c'est de la théorie parce que les guerriers font la guerre d'une autre façon maintenant dans les années 2000 puis dans les années qui vont venir. Winning Hearts and Minds. Ce que les anthropologues répondent, certains, c'est qu'en fait, c'est du service secret déguisé. Tout ce truc-là de Winning Hearts and Minds, qui paraît très, très beau sur papier. Donc, de mieux entraîner les soldats, toi, de ta raquette à Pétaouawa. C'est pas juste de s'entraîner en maillot dans un sauna, mais maintenant, c'est d'apprendre la culture. Mais évidemment, l'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus facile de recueillir des renseignements à différentes fins pour aider les autres ou pour d'autres fins. Mais il y a tout un nouveau programme mis en place parce que